Bonjour chers co-créateurs, co-créatrices, bonjour Stéphane. Bonjour Lilou. Un bonheur de te retrouver ici à Paris. Bah ouais, j'adore. Et parler de la mort, voilà. Et un des sujets tabous principaux, et nous on va l'aborder comme ça aujourd'hui ensemble. D'ailleurs, la plupart de tes livres ont été, même une bonne partie de ta vie a été concentrée sur ce sujet. Pas que c'était une obsession, mais tu avais quand même un désir, on va dire, profond de contempler ce sujet-là, de le comprendre, de le vivre, depuis la mort de ton frère Thomas. Exactement. En 2001. Tu as une course, on sent, sans fin, quoi. Et quand j'ai vu ton livre, je me suis dit, oh non, un énième livre encore sur la mort, Stéphane. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va nous apprendre de plus, tu vois? Ça a été ma première réaction, parce que tu en as écrit tellement, et beaucoup de best-sellers qu'on a pu lire, et j'ai été plus qu'agréablement surprise, puisque j'avais lu ton précédent Nos âmes oubliées, où tu parlais du traumatisme que tu avais vu pendant ton enfance, qui s'est révélé à travers des prises de psychédéliques. Donc une partie de moi était un petit peu en retraite, tu vois, pour aborder ce sujet. Et là, quand je vois le recul et la maturité et à quel point tu t'ouvres dans ce livre, et aussi, j'en suis sûre, dans cette interview, je vois qu'il y a plein de choses qui ont été lâchées et qui vont nous permettre d'avoir une conversation vraie et d'avoir accès au Stéphane, le vrai Stéphane, on va dire. Le Stéphane qui vient de vivre de sacrées épreuves et en tout cas d'en libérer une partie pour pouvoir se révéler au monde tel qu'il est. Bah écoute, j'espère, et c'est vrai que ce livre-là, c'est très très loin d'être une sorte de ressucé de mes précédents ouvrages. C'est carrément. La question de la mort, ça touche à la fois le mental, l'émotionnel, ça touche plein de dimensions en nous. Ouais. Et donc, pendant beaucoup d'années de ma vie, en tant que journaliste, je me suis adressé qu'au mental, en essayant de trouver des résultats objectifs, des recherches scientifiques. Donc, ça permet de cheminer, ça m'a beaucoup construit. Mais j'ai vu aussi combien travailler sur ce sujet pendant des années m'a totalement changé, a totalement changé ma vie d'être humain, ma vie de père. Et c'est aussi ça dont je voulais partager, parce que je pense qu'une seule approche ne suffit pas à apporter une paix durable quand on est touché par le décès de quelqu'un. Ouais. On peut cheminer dans un travail de deuil, on peut se nourrir de certaines recherches, de certains livres, mais il y a aussi quelque chose de global dont je me suis aperçu que quand ça se met en place, ça te transforme vraiment, quoi. Ouais. Et pas seulement, et c'est ça qui est appréciable, c'est qu'on sent le journaliste, mais aussi un travail, tout un chemin spirituel. Moi, je découvre que tu as, depuis 2006 aussi, pris de l'ayahuasca. Je ne savais pas ça de toi. Enfin, il y a plein de choses qu'on découvre. Que tu as un chemin avec les psychédéliques qui est important, où tu as pris à haute dose et qui t'a permis de révéler, et tu l'expliques pourquoi tu as décidé de prendre ce chemin-là, qui n'est pas le chemin de tout le monde, qui est vraiment un chemin qui t'est propre. Et donc de l'exposer, faut oser déjà exposer. Ça a eu une place tellement importante. Au départ, c'est le chamanisme amazonien, donc l'induction d'états de conscience modifiés pour aller dans le monde des esprits. Et après, je dirais que je me suis construit ma propre méthodologie, inspirée du travail d'autres pionniers, inspirée aussi de ce que la science peut nous dire aujourd'hui sur ces substances, qui sont des substances qui induisent des états de conscience très très puissants. Donc c'est mon petit chamanisme perso que je me suis construit pendant 15 ans et qui m'a permis de vivre des expériences et comme tu bouleversantes, quoi. Ouais, et bouleversantes jusqu'à tellement vouloir côtoyer le monde des morts. Au final, tu retrouves le goût de la vie. Oui. C'est vrai que la question existentielle qu'on se pose quand on perd quelqu'un, où est-ce qu'il est, est-ce qu'il est quelque part, qu'est-ce que la conscience? Dès lors que tu commences à comprendre et à t'apercevoir que la conscience, elle n'est pas réductible à notre activité cérébrale, qu'il y a quelque chose en nous qui existe indépendamment du personnage que l'on voit dans la glace le matin, donc qui existait peut-être avant notre naissance et qui continuera à exister après notre mort, comme s'il était en dehors du temps, ça change radicalement le regard que tu portes sur l'existence. Qu'est-ce que je fais là, en fait? Si ma vie ne se résume pas à ce temps que je passe dans le corps de Lilou, dans le corps de Stéphane, mais qu'il y a quelque chose qui existe avant et quelque chose qui existe après, ça veut dire que ce que fait Lilou, ce que fait Stéphane peut avoir une incidence sur cette âme, sur cette part éternelle que nous portons. Donc ça change toute la vie. Ça change le regard sur la vie et ouais. Parce que ça, tu le sais depuis longtemps, qu'il y a deux types de conscience, une conscience cérébrale, une conscience qui est non locale, qui est
Je veux dire, à quel moment tu as vu autre chose de ça qui a fait que tu as pu... tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est une chose de le connaître, c'en est une autre de l'expérimenter et de s'autoriser à l'expérimenter et d'aller là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans la spiritualité aussi qui en parlent, qui expérimentent des morceaux de ça. Mais finalement, à quel moment ça fait vraiment son chemin et on arrive à le ressentir et non plus à le savoir théoriquement, tu vois? Bah, c'est exactement ça, c'est ce que tu dis. C'est-à-dire que moi, j'ai l'information mentale, intellectuelle, mais j'ai aussi besoin d'en faire l'expérience. C'est exactement ce que je faisais il y a 30 ans de ça, quand j'ai commencé mon métier de journaliste. Je savais que c'était la guerre en Afghanistan, je savais que le pays avait été envahi par les soviétiques, mais je voulais aller sur place pour voir ce que c'était, pour faire des photos, pour en témoigner. Et là, avec ce livre, je sais intellectuellement que la science aujourd'hui apporte suffisamment d'évidence pour démontrer que la conscience survit à la mort du corps, mais ça veut dire que cette conscience, cette âme, elle est déjà là en toi en ce moment. Elle va pas se révéler au moment de la mort, elle est là. Donc je veux en faire l'expérience. Et le chamanisme a pour moi été la porte d'entrée assez brutale, mais fortement efficace pour aller déconstruire cette personnalité que je pensais être et essayer de voir émerger la part spirituelle qui me constitue. Ça a été un long voyage, un long voyage bien remuant. Le tien, qui est unique. À toi, je pense pas que ton but dans le livre non plus, c'est de te dire voilà le chemin que vous pouvez prendre. Ah non, pas du tout. Non, exactement comme voilà, je m'inscris dans une tradition d'exploration, de journalisme d'enquête de terrain et à la première personne. Donc pour moi, les explorations que j'ai pu faire en Amazonie ou avec les psychédéliques n'ont pas vocation à devenir des méthodes à employer pour tout le monde. C'est plus le moyen que j'ai utilisé de façon assez radicale et assez brutale pour aller voir ces paysages de l'inconscient, de la conscience et en rapporter des informations. Et puis justement, ça m'a aussi permis de mettre en évidence que c'est pas le chemin unique, qu'il y a... encore une fois, on parle de quoi? On parle de notre âme fondamentale, de notre conscience fondamentale, qui est là, au moment où on se parle. Les gens qui nous écoutent en ce moment, elle est là en eux, cette conscience fondamentale. Qu'est-ce qui empêche de s'y connecter? Qu'est-ce qui empêche d'y avoir accès? C'est essentiellement notre cerveau, notre fonctionnement cérébral qui a façonné un individu, une personnalité, un être social qui est capable de fonctionner dans ce monde de matière, mais qui écrase et qui inhibe complètement cette part spirituelle. Donc il y a 1000 moyens pour apprendre à notre cerveau à se calmer un petit peu, qui vont des choses extrêmement radicales comme l'ayahuasca en Amazonie avec les chamans, jusqu'à la méditation ou d'autres techniques psychocorporelles qui sont soft, qui sont calmes et qui éduquent ton cerveau pour qu'il ait moins de prise au quotidien sur tes dimensions invisible. Oui, parce que l'ayahuasca est assez... J'ai fait une interview avec Yann Kounen qu'on a pris 300 fois, et parce que je souhaitais faire une interview, tu vois, avec quelqu'un qui a eu suffisamment de recul, et on sent dans cette interview, et quand toi tu le décris aussi, la dureté de cette pratique. Je veux dire, à un moment, tu dis la première fois, tu t'es dit, mais c'est la première et la dernière. Enfin, en gros, je vais mourir là. Enfin, t'as eu la sensation, et il semble, quand on prend de l'ayahuasca, la sensation de vraiment mourir et de renaître après. Et d'accéder au monde des esprits, d'accéder à un savoir, justement, à cette connaissance qui est non locale et de vivre des expériences. Mais la sensation, peut-être, de l'extérieur, c'est que, après, et tu le dis un moment d'ailleurs, on a du mal à se retrouver en cette réalité qu'on va vivre lors de ces expériences-là chamaniques. Et après, le quotidien et comment concilier tout ça, hein. La dureté de l'ayahuasca, c'est que c'est une médecine qui a un pouvoir d'action considérable. Pour en revenir à ce que je disais il y a 2 minutes, accéder à son âme, ça veut dire déconstruire la personnalité qu'on a construite depuis notre conception pour vivre dans ce monde-là. L'ayahuasca, ça te le fait comme ça, d'un coup. Ça arrache tout, ça fait tout voler en éclats. Le problème, c'est que cette personnalité, c'est ce sur quoi on se base pour être équilibré, pour savoir où on est, pour avoir notre grille de compréhension du monde et de lecture de la réalité. Et là, en une demi-heure de temps, hop, tu passes d'un état de conscience normal à tout d'un coup un état de conscience totalement métamorphosé, où tu n'as plus aucun repère. Tu sais pas ce que tu vois ni pourquoi tu le vois. Physiquement, c'est aussi extrêmement impactant. Donc, c'est profondément déstabilisant,
profondément effrayants. J'ai eu des expériences à certains moments qui m'ont plongé dans des états de panique folles. Ça a aussi des moments où tu vis des expériences d'une beauté et d'une majesté extraordinaire. Mais voilà, ça fait tout voler en éclats. C'est un peu comme si nous étions tous aveugles de naissance, non-voyants. On ne sait pas ce que c'est que la lumière, on ne sait pas ce que c'est que l'espace, les perspectives. Et en buvant quelque chose, tout d'un coup, tout apparaît. Ouais. Mais tu ne sais pas ce qui t'apparaît. Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais vu de lumière, tu n'as jamais vu d'espace, tu n'as jamais rien vu. Oui, et donc, quand tu parles de fragilité, où tu te sens encore plus fragile dans ces moments-là, donc on a la sensation que ça amplifie certaines parts d'ombre aussi, et jusqu'à se dire, mais est-ce qu'on est capable de les surmonter, et est-ce que vraiment tout le monde est équipé pour ça, voire même est-ce que hommes et femmes sont égaux là-dedans? C'est ça, c'est en même temps que ce dont je me suis aperçu, c'est en même temps que tu t'ouvres à un monde invisible extérieur, tu t'ouvres aussi à un monde invisible intérieur. C'est ça. Parce qu'en fait, toute ta structure de personnalité qui stabilise un petit peu ton être psychique, et en fait, nous sommes des névrosés en constant équilibre durant toute notre existence. Dès qu'il y a quelque chose qui vient bousculer un petit peu cette personnalité, ça nous rend instable. Une rupture, un changement de boulot, le décès de quelqu'un, enfin, tous ces moments plus ou moins intenses où on sort des rails, ça déstabilise. Et l'ayahuasca, ça te sort des rails, mais de façon absolument radicale. Donc cette déstabilisation, elle fait sauter les verrous, elle fait sauter les barrières qu'il y a entre ton conscient et ton inconscient. Tout ce que tu as caché au fond de toi en disant ça, je m'en occuperai plus tard, je ne veux pas le voir. Et c'est là, fantôme, comme tu les nommes. Hein. L'ayahuasca, les psychédéliques, les états modifiés de conscience font apparaître à la fois des fantômes extérieurs et tous tes fantômes intérieurs. Et tout se mélange dans un espèce de gloubi-boulga de maelstrom qui demande beaucoup, beaucoup de temps et de pratique pour commencer à devenir un peu plus clair, en fait. Mais sans parler de ces substances, on le voit dans la vie des fois, et c'est ça qui est dangereux, j'ai envie de dire, et j'aimerais discuter de ça avec toi parce que tu as suffisamment de recul, c'est ces fantômes, comme tu dis, qu'on va voir, et qu'on a l'impression que c'est le monde invisible qui nous parle, mais en fait c'est notre inconscient. Et il y a des trucs, et ça peut être dangereux dans ces moments-là, quand on a que ça soit des médiums, que ça soit des thérapeutes, que ça soit des personnes, enfin voilà, qui sont dans ce milieu-là et qui n'ont pas traité des dossiers personnels, parce que tu dis, chemin spirituel n'exonère pas un travail sur soi. Peux-tu nous en parler, parce que ça, c'est ce dont je me suis rendu compte avec le temps, en fait, si tu veux, c'est que on vit dans une société qui nous a habitués à avoir des choses extrêmement rapidement. Regarde dans Matrix, quand on lui propose de prendre la pilule bleue ou la pilule rouge, il prend une pilule et hop, ça y est, c'est fini. Il est passé dans la réalité, au contraire, il est passé dans le déni définitif. Dans la vie réelle, ça se passe pas comme dans Matrix, malheureusement. C'est plus long et ce travail sur soi, le chemin spirituel, pour moi, il ouvre sur des dimensions extérieures comme intérieures. Ces dimensions intérieures, si tu les connais pas, tu peux les prendre pour des lanternes, alors que ce sont que des vessies. C'est-à-dire que tous tes fantômes intérieurs qui sont Toi, les tiens, c'était quoi, par exemple? Parce que t'en parles dans Nos âmes oubliées. Je veux dire, ce que tu as vécu. Un des aspects que j'ai vécu qui a été très impactant dans mon existence, c'est l'inceste que j'ai subi quand j'étais gamin. Et ça a laissé quoi en moi comme message? Ça a laissé ne crois pas ce que tu ressens, parce que ce que tu ressens est terrifiant, et coupe-toi du monde extérieur. Donc j'ai passé ma vie entière à me construire en minimisant au maximum mes ressentis pour ne croire que quelque chose qui était objectif. Donc l'aspect positif de ça, parce qu'il y en a quand même un, c'est que ça m'a rendu bon journaliste, parce que du coup je crois pas ce que je ressens, je crois pas mon intuition, je crois uniquement ce que je peux croiser et vérifier. Donc ça, c'est ultra efficace en tant que journaliste. Après, en tant qu'être humain, c'est un peu contraignant parce que je sais pas quand j'éprouve des sentiments d'où ils viennent, ni pourquoi ils viennent. Quand j'ai des moments de mélancolie, je sais pas non plus quelle est l'origine de ça. Quand j'ai l'impression d'être coupé de certaines dimensions essentielles de moi, je sais pas que c'est moi-même qui me suis coupé de ça il y a très longtemps pour me protéger. Donc tout ça, ce sont des mécanismes inconscients qui ont habité ma vie et qui ont dirigé ma vie une grande partie de mon existence sans que j'en connaisse l'origine. Quand j'ai découvert l'origine de ça, tout d'un coup, j'ai compris que la joie, j'y ai droit, le bonheur, j'y ai droit. C'est moi-même qui m'en étais coupé, donc maintenant j'ai plus besoin de m'en couper parce que la menace n'est plus là et je la retrouve. Je retrouve une plus grande clarté, une plus grande paix intérieure, et du coup aujourd'hui
tu vois, moi qui cherchais absolument un signe de mon frère, un signe de mon père, au point que même quand j'en avais, je ne les voyais pas et je ne les croyais pas. Maintenant, j'arrive à avoir des moments de vie, en méditation ou ailleurs, où je sens la présence de mon frère, par exemple, ou de mon père, et je sais que c'est juste. Et je sais que c'est juste. Et il n'y a plus l'espèce de journaliste flippé qui arrive et qui me dit « Oh là là, mais attends, t'as pas de preuves, comment est-ce que tu peux croire ça ?» Et plus besoin de garder ce contrôle finalement maintenant. C'est une forme de contrôle, mais en même temps ça ne fait pas abandonner mon discernement parce que j'ai pas l'impression non plus de glisser dans tout ce qui me plairait, dans toutes les croyances sympas. Je ressens une forme d'authenticité de ce ressenti. C'est dur à décrire parce que c'est une expérience directe avec. Tu le décris dans le livre, le fait de savoir que maintenant, et on te sent apaisé, de savoir qu'il est là et qu'il est là et que la vie continue, qu'elle ne s'arrête pas, comme tu dis à un moment, et tu cites Ramdas, que tu adores, je pense, la mort est sans danger. La mort est absolument sans danger, ouais. C'est génial cette phrase. Parce que je pense que ça correspond vraiment à la réalité. Ramdas était un enseignant spirituel qui est d'abord commencé en étant prof de psycho à Harvard. Il est américain, il s'appelait Richard Alper. Et puis il a fait partie de ces explorateurs de la conscience qui ont utilisé beaucoup de LSD fin des années 50, début des années 60, à tel point qu'il en a donné à des étudiants à Harvard et ils ont utilisé ce prétexte pour le virer. Donc plutôt que de se lamenter, lui il est parti en Inde, il a découvert l'hindouisme, il a découvert son gourou, Nem Karoli Baba, avec qui il a suivi un enseignement, et il a changé de nom, il est devenu un enseignant spirituel qui avait à la fois cette lecture du psychologue occidental et en même temps cette connaissance de l'éveil qu'il a lui-même traversé et vécu, et une capacité, je trouve, à retransmettre et à retranscrire de façon extrêmement simple et claire des vérités spirituelles qu'il avait pu expérimenter lui-même au travers et au contact de différentes traditions. Et quand il dit « la mort est absolument sans danger », c'est pas une espèce de profession de foi biblique qu'il aurait lu dans un texte, c'est quelque chose qu'il a expérimenté lui-même, qu'il a vu en accompagnant des gens en fin de vie, en vivant lui-même l'expérience de dissolution de l'ego, en traversant 100 fois des expériences d'états modifiés de conscience fortes. Mais il disait, pour l'avoir rencontré et interviewé à Hawaï, il disait une fois que vous avez reçu le message justement avec ces substances, raccrochez le téléphone. Hang up the phone once you got the message, il disait. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a reçu ça, n'oubliez pas que ça y est, le message, vous l'avez et que vous n'en avez plus besoin après. Et il insistait là-dessus parce qu'il savait la partie, pas addictive, mais la partie pour réintégrer justement tout ça dans l'ensemble. Enfin. C'est quelque chose que j'expérimente moi-même et qui est profondément juste. C'est-à-dire que pour moi, le chamanisme et l'utilisation des psychédéliques dans un cadre bien défini a été une partie de mon cheminement pour forcer des portes, pour découvrir certaines choses, mais c'est pas quelque chose dont j'ai besoin au quotidien. C'est quelque chose qui a été une forme d'outil, exactement comme j'aurais pris un livre ou fait une interview à un moment pour m'aider à cheminer dans mon questionnement. Là, pendant 15 ans, j'ai fait pas mal d'expériences chamaniques et psychédéliques, et puis maintenant c'est terminé. C'est-à-dire que maintenant j'en arrive exactement au même point, c'est-à-dire que je me souviens d'une expérience que Ramdas racontait avec son gourou, je ne sais pas s'il te l'a évoqué dans l'interview. À son séjour, son gourou, Nem Karoli Baba, le regarde et lui dit au fait, tes médicaments, là, t'en as ? Alors au début, Ramdas ne comprend pas de quoi il parle, et puis tout d'un coup, il réalise il doit parler du LSD, en fait, parce qu'il avait du LSD avec lui. Donc il dit à Nem Karoli Baba, vous voulez parler du LSD ? L'autre, il fait oui. Et puis il dit, donne-moi. Alors, Ramdas avait des petits dosages, de 300 microgrammes, qui est déjà une sacrée dose. Il dit, voilà, mais comment il va réagir si je lui file ça ? Et puis, Nem Karoli Baba continue à insister. Donc, finalement, Ramdas lui donne une dose, 300 microgrammes, que Nem Karoli Baba avale. Il se passe rien. Puis il dit, passe-moi encore. Et il lui fait le truc 4 ou 5 fois jusqu'à avoir ingurgité une dose absolument phénoménal de LSD, je crois 1200 microgrammes, ce qui n'importe quel être humain te fait partir pendant des heures. Juste pour nous donner un ordre d'idée, toi, la plus haute dose que tu as pu prendre ? La plus haute dose, c'est en très haut dosage, c'est 600 microgrammes, et ce qui est déjà assez faramineux. Ouais. Et là, Nem Karoli Baba, ça lui fait rien. Ouais.
Et Ram Dass explique que finalement, l'état dans lequel cet homme est, qui est en état d'éveil permanent, c'est un état de LSD permanent. Et à la fin, son gourou lui dit, tu sais, ta médecine c'est bien parce que ça t'emmène voir Jésus, Bouddha, et puis tu restes avec eux, mais tu restes avec eux pendant 2 heures, et puis tu reviens. Et puis tu reviens, sous-entendu, presque dans le même état dans lequel tu es parti, donc sans avoir développé toi-même de dispositions qui peuvent faire naître la paix intérieure, qui peuvent faire naître cette vraie dimension spirituelle. Et c'est peut-être plutôt ça qu'il faut faire, exactement comme tu dis. C'est-à-dire, une fois que tu as eu le message, c'est plus besoin de téléphoner, tu raccroches et tu te mets à pratiquer toi-même et à développer des outils comme la méditation ou d'autres techniques pour installer cette réalité. Et ce qui est drôle, c'est que les neurosciences te confirment ça. C'est-à-dire que les neurosciences t'expliquent que l'effet du psychédélique sur le cerveau est exactement similaire à celui de la méditation, par exemple. C'est-à-dire que ça fait baisser l'activité dans un réseau qu'on appelle le réseau mode par défaut. Sauf que le psychédélique fait ça de façon extrêmement brutale, subite et temporelle pendant 5-6 heures de temps, et puis après tu reviens au même état, tandis que la méditation change ça de façon progressive et lente et le rend pérenne. Donc, mais c'est là où il y a tellement de chemins, parce que tu vois, pour utiliser les mantras en ce moment, et je sais que tu les utilises aussi, il y a cette douceur avec les mantras, puis je pense qu'en fonction et les différentes choses qu'on va pouvoir expérimenter qui vont nous permettre d'être dans cet état-là et de se connecter à cette lumière et de sentir le flow et d'être dans l'amour et tu vois toutes ces choses et de dissoudre aussi certaines difficultés. Après, je pense que c'est en fonction du parcours de chacun et des traumatismes aussi qu'on a vécu et de sa personnalité et comment elle fonctionne dans la matière. Enfin, voilà, et notre incarnation. Je veux dire, moi, je me suis aperçue à un moment que je pouvais le faire avec douceur, tu vois. Et la vie répond tellement à ça en fonction de ce qu'on souhaite, tu vois. Et la vie nous renvoie finalement à se dire presque, des fois, c'est presque une projection. Ce qu'on projette de la vie et ce qu'on reçoit d'elle. Que finalement, la vie n'a pas de sens. C'est nous qui donnons du sens à la vie. Ça, j'adhère pas mal à ça. C'est vraiment ce que j'expérimente. Mais je crois au-delà de ça que la vie, elle est bienveillante, en fait. Elle est bienveillante. Tu sais, en Inde, ils parlent de la Shakti, qui est cette espèce d'énergie primordiale qui anime tout le vivant. Et ça, j'en ai fait l'expérience dans des moments où j'ai induit presque des sortes d'expériences de mort imminente sur moi. Et j'ai ressenti cette harmonie constitutive du vivant, cette harmonie au-delà de la confusion, au-delà du monde de matière dans lequel on vit, qui lui est animé par des causes et des effets, et donc beaucoup d'illusions et du coup de douleur, de colère, de souffrance, enfin ça c'est les bouddhistes, les hindouistes disent, la souffrance est constitutive de l'illusion dans laquelle nous vivons. Mais au-delà de cette confusion, il y a de l'amour qui n'est pas un sentiment, qui est plus un état d'harmonie absolue. Et je pense que quand on réussit à se connecter à son âme, cette dimension fondamentale, on se connecte à la source de cette harmonie. Il y a une harmonie profonde au fond de nous, qui est masquée, écrasée par la personnalité qui est née dessus, qui pense qu'en contrôlant tout de façon intellectuelle, elle va mieux s'en sortir. Mais il y a cette source d'amour au fond de nous. Et moi, je peux t'assurer qu'en tant que journaliste rationnel, l'amour, ça me semblait un peu, ok, c'est cool, mais enfin, c'est encore un truc New Age, un peu à la con. Jusqu'à ce que je le vive, en fait. Jusqu'à ce que, justement, toutes mes barrières intérieures, toutes mes résistances sautent, grâce notamment au travail thérapeutique de nettoyage que j'ai pu faire tout au long de ces années. Et une fois que ça a été achevé, j'ai fait l'expérience de ces dimensions. J'ai fait l'expérience que n'y a pas besoin d'aller chercher à l'extérieur des guides, des gourous, je ne sais quoi. Il y a à l'intérieur de nous un être éveillé, un guide, un sage, un ange gardien qui est nous-mêmes, qui est une dimension profonde de nous-mêmes et qui ne demande qu'à s'exprimer. Il faut juste arrêter de vouloir contrôler, il faut juste arrêter de vouloir se dire que notre raisonnement va faire mieux que notre intuition, mais il faut apprendre à savoir comment entendre son intuition et pas la confondre avec plein d'autres choses. Et on en revient à ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que en marge de ce travail spirituel, de cette ouverture spirituelle, pour moi, il est indispensable d'apprendre à se connaître, à guérir ses zones d'ombre, au moyen d'une psychothérapie ou de toutes les techniques qui existent aujourd'hui pour se pencher sur soi, non pas par une forme d'égocentrisme, mais parce que plus on se connaît soi-même, moins on sera aveuglé par nos dimensions inconscientes et plus on sera en capacité d'aider ce qui est autour de nous et d'être une belle personne pour le monde, quoi.
Ouais. Et quand tu dis conscience, parce que quand on parlait tout au début de l'interview de conscience non locale, là tu fais référence à quelque chose qui est intérieur. Quand on pense non local, on pense pas forcément à l'intérieur de soi, on pense à l'extérieur. Est-ce que tu pourrais préciser justement cette... non local, c'est ni extérieur ni intérieur en fait, c'est en dehors de l'espace. La non-localité, c'est un terme qu'on emploie à la physique quantique qui désigne quoi? Qui désigne quelque chose qui n'est pas contrainte par le temps et par l'espace. Donc quelque chose qui n'est pas localisé dans l'espace. Donc même nous, toi, moi, là on est localisé, on est assis dans ce fauteuil, dans ce moment présent, mais il y a à l'intérieur de toi et de moi quelque chose qui n'est pas bloqué dans ce temps. Et qui n'est pas qu'à l'intérieur. Donc. Et qui n'est pas qu'à l'intérieur, qui est dans le futur, pour nous, de notre point de vue, dans le futur, dans le passé, qui est à distance et en même temps présent. Omniprésent. Omniprésent. C'est pour ça que, et c'est ce que je liste aussi dans le bouquin, parce qu'il y a toute une part où j'ai quand même fait mon métier de journaliste pour essayer de déconstruire nos certitudes. Qu'est-ce qui me fait dire qu'on a une part de notre conscience qui est non locale? C'est pas juste une idée philosophique qui vient des enseignements que j'ai suivis en Inde, c'est aussi une constatation que fait la science aujourd'hui en étudiant des phénomènes comme l'intuition ou comme les perceptions extrasensorielles, par exemple. Quand une personne comme moi, qui suis très mental, avec un peu d'entraînement, est capable de voir à distance des lieux et de les décrire, j'ai fait une formation qui est utilisée notamment dans le remote viewing, qui a été utilisé notamment par le service de renseignement américain, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi, mais en chacun de nous, qui est capable de s'affranchir de ses limites cognitives et de percevoir des événements, quelle que soit la temporalité, quelle que soit la distance. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi, en toi, en nous tous, qui n'est pas coincé dans notre corps et dans notre temps, en fait. On va appeler ça l'âme, on va appeler la conscience fondamentale non locale. Alors on cherche, on regarde, on essaie de le trouver, on regarde à l'intérieur, à l'extérieur. Ouais. Et pour s'y connecter, si tu devais résumer une fois de plus, pour se connecter à ça, cette âme, cette conscience, on va pas mélanger âme et conscience. Pour moi, j'emploie les mots, ça désigne un peu la même chose. D'accord. Une part fondamentale de nous qui est de nature spirituelle, c'est-à-dire non locale. Et qui sait tout, finalement. Et qui sait tout. Ouais. Et qui sait tout. Donc finalement, on cherche, on regarde, on essaye un autre truc, et quand c'est toujours là, c'est là. Et à tout instant, c'est là. Et la seule chose qui nous en coupe l'accès, c'est nos croyances. Nos croyances inconscientes. Et beaucoup de nos croyances sont liées à des petits et des gros traumas, à la façon dont on s'est construit depuis notre petite enfance en réaction à ce monde qu'on ne comprend pas. Ouais. Et tu vois, des choses... Enfin, tous les psychologues te diront ça, hein. Un petit garçon de 2 ans qui va voir son papa qui est en train de bosser sur autre chose, qui lui dit non, pas maintenant, avec un peu de rudesse, ça va créer une croyance inconsciente chez le garçon qu'il est nul, qu'il faut pas interroger les grandes personnes, etc. etc. Ça croit... on peut pas l'empêcher, ça. On peut pas l'empêcher, et à la limite, ça participe de l'éducation qu'on a tous reçue. On est construit sur des croyances, certaines c'est toutes des réactions psychologiques adaptatives pour faire de nous des gens qui fonctionnent normalement dans ce monde-là. Mais ces croyances, elles entretiennent aussi l'illusion d'un individu, d'une personnalité. Elles entretiennent l'illusion que quand je réfléchis, je vais avoir les bonnes solutions. Quand je fais appel à ma mémoire, à mon expérience passée, je vais avoir les bonnes solutions. Mais en fait, mon expérience, ma mémoire, c'est juste la façon dont s'est construit un petit robot pour s'adapter à ce monde. Et ce fonctionnement-là, qui est basé, on le connaît dans le mécanisme cérébral, on connaît, c'est vraiment une accumulation de données qui permettent d'anticiper au maximum les réactions futures et les circonstances futures. Ça fait un mouvement cérébral de fonctionnement permanent. Ça prend de l'énergie et de la place. Et c'est lui qui écrase la capacité de notre intuition, de notre âme de nous parler. Ouais. Parce qu'il y a quelqu'un qui parle en permanence, là. Ouais. Donc pour toi, quand on lit ton livre, c'est clair que la croyance majeure, fondamentale, et qui finalement nous coupe de notre vraie nature, c'est la croyance qu'on va mourir. Je l'ai pas formulé comme ça, mais c'est très juste. Tu l'as quand même formulé comme ça. C'est très juste, à un moment, tu dis la croyance de mourir, et quand même, cette croyance-là, c'est celle-là qui nous retient de vivre... moi, c'est ce que j'entends. C'est pour ça que je trouve ce livre brillant, parce que justement, tu nous le fais vivre et voir, ça. Et tu nous le démontres même. C'est vrai que quand je dis la mort n'existe pas, pour moi, c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est pas une phrase un peu philosophique pour choquer, c'est vraiment la réalité. Et t'as raison, on a peur de la mort parce qu'on
on ne sait pas qui meurt en fait. Quand on va mourir, et quand mon frère est mort, il est mort. Je le prendrai plus jamais dans mes bras, je verrai plus jamais son visage. Donc bien sûr que la mort existe à un certain niveau. Mais qui est mort en fait? Qui est mort? Est-ce que l'âme qui était à l'intérieur de Thomas, l'âme qui était à l'intérieur de mon père, c'était eux? Ou c'était juste un véhicule, une enveloppe qui a traversé cette existence pendant quelques décennies, mais dont l'être véritable ne se réduisait pas à cette apparence? Donc la mort n'existe pas, t'as raison, et quand on a peur de mourir, on a juste peur de... on a juste peur de perdre ce à quoi on s'est identifié. Et la question à se poser, c'est est-ce qu'on s'identifie vraiment à la bonne chose? Est-ce qu'on est vraiment réductible à ce visage qu'on voit dans la glace le matin, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus profond? Et toutes les expériences scientifiques et autres que j'ai pu mener me conduisent à reconnaître comme une évidence qu'il y a quelque chose d'autre et de plus profond qui nous constitue. Ouais. Ce qui est fou, c'est qu'on doit arriver à cet état des fois de croire qu'on va perdre la vie, et là on est face à notre peur de la mort, et c'est tellement fort qu'on se rend compte à quel point on n'est pas du tout prêt. On voit les bouddhistes qui s'y préparent, on voit dans d'autres civilisations, d'autres rituels, ou des ancêtres ou autres, travaillaient là-dessus, cheminaient là-dessus, en tout cas, ou le contemplaient, parce que ça peut pas prendre non plus toute la place, parce que si on pense, on voit la place que ça a pris dans ta vie maintenant pour savourer de nouveau la vie, mais c'est vrai que juste cette recherche et cette enquête sur la mort aussi ça peut plomber également. Tu dis la mort c'est la vie, mais comme dans tout, il faut trouver un point d'équilibre. Ouais. Moi effectivement, je suis à la fois un être humain, mais je suis aussi un journaliste, donc tout ce que je fais, j'entreprends, c'est dans le dessein de le partager. Donc j'ai écrit des livres, j'ai écrit celui-ci. C'est vrai que il n'y a pas cette nécessité forcément d'être aussi radical comme ça, mais je pense que penser à la mort un petit peu au quotidien, sans en faire quelque chose de morbide, mais simplement en intégrant l'idée que les peurs qui sont associées à ça ne sont pas des peurs insurmontables. Encore une fois, ce qui meurt, c'est pas l'essence de notre être. Ce qui meurt, c'est juste les apparences. Ce qui meurt, c'est juste des constructions temporaires. Il devrait finalement y avoir des stages basés sur la croyance, cette croyance de mourir qu'on a, et de travailler ça pendant une journée entière, 2 journées, tu vois. Parce qu'il y a tellement de croyances qu'on a déjà, et on se rend compte déjà dans nos vies que notre croyance et nos projections par rapport à tel et tel sujet, mais celle-ci, on ne la traite pas dans notre société. Non, mais c'est un petit peu ce que propose... C'est une super idée déjà, mais c'est aussi ce que proposent certaines traditions spirituelles qui invitent à déconstruire l'idée que ta personnalité est l'essence de ton être. Ouais. Le bouddhisme ou l'hindouisme qui insiste vraiment sur l'illusion de notre réalité, c'est pas que cette réalité n'est rien, mais cette réalité n'est pas réductible à l'essence de ce que nous sommes. Le bouddhisme, c'est pas du nihilisme, au contraire. Il y a certains penseurs qui caricature un petit peu cette philosophie en disant que c'est la philosophie du rien, qu'il n'y a rien qui existe. Mais si, les bouddhistes eux-mêmes parlent d'une âme dans certains textes les plus anciens, mais une âme qui n'est pas forcément une sorte d'identité immuable qui se transmet de vie en vie, mais plus une espèce de quelque chose de fondamental. Les mots manquent là-dessus. Mais ce sur quoi insistent les bouddhistes et les hindouistes, c'est de dire que ce monde de la manifestation est un monde d'illusions. Ouais. Et qu'il ne faut pas y être absolument accroché en pensant que... comment dire ça ? Parce qu'en plus, c'est impermanent. Tout est tellement impermanent que par moment, on a l'impression d'avoir la sensation de goûter à ça et d'être là, et après, ce n'est plus là. Et tu vois, faut être confortable. Enfin, faut être à l'aise dans cet inconfort, j'ai envie de dire, parce que on l'a plus. Il y a cet état de grâce, il est plus là. C'est déboussolant par moment. Bien sûr qu'on a envie de goûter plus à ça, et je pense que des personnes qui ont peut-être peur d'explorer tous ces sujets-là, parce que cette bascule finalement pourrait faire peur. C'est une belle bascule, non ? Mais tu viens de dire le mot important, inconfort. Ouais. Je pense que le chemin spirituel véritable, il est inconfortable. Ouais.
Si ça commence à devenir confortable, c'est qu'on est dans du développement personnel à 2 balles et qu'on s'est installé dans quelque chose qui nous rassure, qui nous fait du bien. Ouais. Mais je pense que le vrai travail n'est pas fait. Ouais. La liberté, le chemin spirituel, c'est vraiment l'inconfort permanent. L'inconfort, ça ne veut pas dire le malheur. L'inconfort, ça ne veut pas forcément dire la tristesse, la difficulté. L'inconfort, c'est... la conscience permanente que ce que l'on croit acquis est impermanent, justement. Et que ce que l'on croit acquis est fragile. La vie est fragile, tout est impermanent. Tu l'as rappelé toi-même il y a quelques minutes. C'est pas triste, c'est pas inconfortable. Enfin, c'est inconfortable d'une certaine manière, mais c'est par cette réalisation-là et cette compréhension intime que l'on peut vraiment atteindre une dimension plus fondamentale de notre être. Si on s'accroche à quelque chose de solide, si on s'accroche à l'idée que un jour on va être dans une position un peu confortable parce qu'on finalement on a quand même fait beaucoup d'efforts, on s'est à nouveau réenfermé dans une illusion et on va être déstabilisé à un moment ou à un autre. Ouais. Donc le discernement et même les discernements vis-à-vis de soi-même, on est obligé d'avoir quand même une attention sur soi. On parle d'amour inconditionnel, on parle d'être là pour l'autre, de se connecter à cette énergie divine, etc. Mais il doit y avoir une conscience de soi. Enfin, je veux dire, l'ego a son rôle aussi, l'observation, sans être trop là. Enfin, c'est que tout est équilibre, ouais. C'est une question d'équilibre. C'est vrai que pour vivre les expériences que je rapporte, notamment chamaniques dans ce livre, une grosse partie du travail a consisté à me dissocier de mon ego, à me dissocier de ma personnalité. Non pas que mon ego est nul et qu'il faut, dans un chemin spirituel, s'éloigner de son ego, parce que son ego, c'est quand même ce qui te permet de vivre. Sans ego, tu peux pas vivre dans ce monde, tu peux pas vivre pas au-delà de ce monde et de cette société, tu peux pas vivre dans cette réalité matérielle. Parce que tout d'un coup, tu deviens perméable à absolument tout, t'as plus de frontières, t'as plus de barrières, t'as plus d'identité, et t'es plus en capacité de mener ton projet spirituel. Donc si on est sur cette terre incarnée, c'est qu'il y a une bonne raison pour ça. Donc l'ego, c'est notre outil, c'est notre garde, c'est notre voiture, c'est nos outils pour traverser cette existence. Il faut juste avoir conscience que nous ne sommes pas cet ego, c'est tout. C'est comme si tu rentres dans une salle de cinéma. Je prends l'exemple à un moment que j'ai tiré du livre de Nathalie Sudman, qui est une expériencieuse de NDE. Elle compare la vie comme l'entrée dans une salle de cinéma. Tu t'assieds dans le fauteuil et puis tout d'un coup, ce que tu vois sur l'écran, tu n'arrives plus à faire le discernement de savoir si tu es sur l'écran ou tu n'es pas sur l'écran. Et le moment de la mort, c'est quand tu sors du cinéma et tu dis « Ah ok, d'accord, j'étais dans un film là en fait ». L'intéressant, c'est de s'apercevoir que tu es en train de regarder un film pendant que tu es dans la salle. Donc ça ne t'empêche pas d'apprécier le film, d'être nourri des émotions, d'apprendre des choses à travers ce film, mais tu sais que tu n'es pas de ce film. Ouais. Tu sais que tu es quand même autre chose et plus profond et plus... et qu'il y a une vie avant de rentrer dans le cinéma et qu'il y a une vie en sortant du cinéma. Oui, et alors ce qui est intéressant aussi, c'est que tu parles de ce phénomène, que ta compréhension que ça continue après, c'est-à-dire que... Enfin, continue, oui, mais que ça continue avec des mêmes aspects de cette vie-ci. Ça, c'est tout. Beaucoup de textes disent ça, c'est-à-dire que la mort représente un moment de rupture et de métamorphose assez radical, mais en même temps, on continue d'être porté par les dynamiques psychologiques qui ont été les nôtres durant l'existence. C'est exactement comme les rêves, en fait. Petit à petit, ça se dissout et tu deviens de plus en plus comme... tu t'en dissocies de plus en plus. Au fil du temps, tu prends une liberté. Mais c'est exactement comme dans un rêve. Quand tu t'endors et que tu perds connaissance et que tu te réveilles dans le rêve, tu es peut-être parfois un peu une autre personne, mais tu es quand même encore majoritairement toi. Et tu continues à être animé par les dynamiques psychologiques qui étaient celles de toi en état de veille. Ça n'est qu'au bout de certains temps de rêve, ou au bout de certains rêves très particuliers, que là, tu peux vraiment avoir l'impression d'être quelqu'un d'autre ou d'avoir évolué grandement. La mort, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu continues d'être dans une dynamique, dans un flot de courant. Les bouddhistes parlent d'un continuum de conscience. C'est-à-dire comme si tu étais dans un grand fleuve qui va dans une direction. Et puis, au bout d'un moment, tu vas prendre la mesure de ce qui vient de t'arriver. Parce que toi, tu le disais à Thomas, tu dis, tu es mort. En gros, tu lui as dit... Ça, c'était au moment de l'accident, oui, à la seconde même. Mais l'âme, je veux dire, comme là, elle s'en rend pas compte au début. Tu lui as dit instinctivement, directement, à ce moment-là, tu es mort, comme si tu voulais l'en informer. Et petit à petit, comme tu dis, ça reste, et petit à petit, tu te détaches de...
cette compréhension, je suppose, et tu te détaches et tu arrives à la source, ou tu arrives à quelque chose où il y a moins d'identification avec cette vie terrestre-là. Je pense que l'identification avec la vie terrestre que tu viens de quitter, elle te colle un peu à la peau. C'est d'ailleurs ce sur quoi insiste le livre des morts tibétains qui incite vraiment les vivants à réciter ce texte devant le mort pour lui expliquer clairement, ça y est, t'es mort, maintenant éloigne-toi d'ici, t'as plus rien à faire ici, t'es plus ce corps, t'es plus cette identité. Ça prend un peu de temps, et puis au bout d'un moment, tu te désengages. Mais souvent... c'est tellement inconcevable de se dire mais comment est-ce que je peux être autre chose que ce que je suis là ? C'est presque une question philosophique. Et là où ce livre est pour moi important et vraiment très différent de tout ce que j'ai pu écrire jusqu'à présent, c'est que j'ai fait l'expérience d'être vivant sans être plus du tout Stéphane. J'ai fait plusieurs expériences de mort imminente que j'ai induites, et je raconte en détail ce qui s'est passé. J'ai vraiment vu qu'on peut continuer non seulement à être vivant, mais encore plus vivant en n'étant plus uniquement ce personnage que l'on pense exclusivement avoir été. Et c'est ce que m'a permis le chamanisme, c'est ce que m'a permis les expériences que j'ai faites. Et ça, si j'en avais pas fait l'expérience moi-même, j'aurais vraiment du mal à en parler. J'ai encore quand même un peu du mal à en parler là, mais je sais que c'est réel. Je sais que quand Stéphane est mort, il y a quelque chose de plus vaste qui existe encore. Comme quand Lilou mourra, comme quand toutes les personnes qui nous écoutent maintenant mourront, il y a quelque chose de plus vaste qui se réveille. Qui se réveille. On se réveille. Là. Et d'où Thomas est plus présent qu'avant ? Parce qu'il n'a plus les limitations qu'il pouvait avoir dans le corps de Thomas des 30 ans qu'il a passé sur Terre. Aujourd'hui, il est redevenu une âme. Il n'y a plus de barrières psychologiques et physiques à l'expression de l'amour qui émane de lui. Donc, sinon, il était triqué, Sinon, on était triqué. Regarde, nous, dans nos relations humaines, ici, maintenant, on peut avoir des sentiments très forts, mais on est aussi dans une forme de limitation due à nos attachements, nos désirs, nos peurs, etc. Même dans une relation de couple. La mort, ça te libère de toute cette dimension physique et psychologique qui enferme d'une certaine manière, ou qui limite l'amour et la reconnaissance de cette harmonie fondamentale du vivant. Et moi, j'ai été toujours surpris d'entendre des expérienceurs de mort imminente, qui étaient parfois parents de jeunes enfants, dire au retour de leur expérience qu'ils ont fait l'expérience de l'amour, qui était quelque chose de 1000 fois plus puissant que ce qu'ils éprouvent pour leurs enfants. On est parents tous les deux, je vois pas ce qui pourrait être plus fort que l'amour qu'on a pour ta fille, pour ma fille, et pourtant, c'est ce dont on fait l'expérience. Mais on n'est pas dans une espèce de quantification. Nous, on a un amour d'attachement, un amour qui est un amour pur, mais extrêmement voilé. Et quand on meurt, le voile disparaît, et l'amour reprend sa grandeur et sa majesté. Et sa liberté. Et ça... L'amour, d'ailleurs, devrait être libre. Enfin, on devrait pouvoir exprimer l'amour librement. Oui. Et dernier point par rapport à un moment où tu parles de la lucidité terminale, qui quand même, que je découvre, que j'avais ressenti en accompagnant, on va dire, ma grand-mère, ou à des moments comme ça de passage de la mort. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus de ce voile qui d'un seul coup se lève finalement, où les choses deviennent bien plus claires et lucides juste avant de ce phénomène, il fait partie de tous les phénomènes que je liste, qu'on observe autour de nous et qui remettent en question l'idée que le cerveau puisse être lié à la conscience. Et la lucidité terminale, il est particulièrement saillant parce que c'est un phénomène qu'on observe en fin de vie, dans les jours ou les heures qui précèdent le décès, où des personnes qui, pour certaines, ont été même inconscientes pendant des mois, voire des années, reprennent conscience, se réveillent, parlent, interagissent, reconnaissent leurs proches, et juste avant de mourir. Et c'est curieux, c'est déjà extrêmement troublant pour ceux qui le vivent, mais ce qui est absolument inexplicable, c'est que certaines personnes qui souffrent de maladies dégénératives comme l'Alzheimer, par exemple, ont aussi des épisodes de lucidité terminale. Et ça, c'est juste pas possible. Parce qu'une personne qui souffre d'Alzheimer à un stade avancé, elle a un cerveau qui n'est plus en capacité absolue de voir, de se souvenir, de mémoriser, de la moindre action cognitive ou motrice. Donc les gens sont complètement inaccessibles et immobiles. Et là, tu as des patients qui, après des années d'Alzheimer dégénératif progressif, ouvrent les yeux, reconnaissent leur entourage, parlent, disent quelques messages dans les heures ou les jours qui précèdent le départ, et ils meurent. Et ils meurent avec comme quelque chose qui a été exprimé. Et ça, on ne comprend pas parce que dans notre modèle qui dit que la conscience est forcément soutenue par une activité cérébrale, là, le cerveau, il est clairement plus
en capacité de soutenir quoi que ce soit. Donc manifestement, la capacité de ces personnes à se réveiller, elle n'est pas due au cerveau. Et ça, c'est un phénomène qui est extrêmement observé dans les unités de soins palliatifs, qui commence à être étudié par certains chercheurs, mais qui est paradoxalement fréquent, et plein de gens en unité de soins palliatifs ou en service de fin de vie m'en ont parlé, mais qui est complètement inconnu dans une majorité du grand public, où on associe, c'est normal, c'est la fin de vie, c'est bizarre. On le balaye. On le balaye. Ouais. Mais comme beaucoup des expériences que je rapporte dans le bouquin, qui sont, si on les étudie correctement pour ce qu'elles sont, si on les analyse, sont des épines dans le pied colossales à notre vision matérialiste de la réalité. Et on vit dans un monde où on a déjà des millions de signes que le spirituel est une réalité qui constitue presque l'essence de ce réel. Et on fait comme si ça n'existait pas. Oui, les EMI, on comprendra bien, ça doit être dans le cerveau. Mais quand tu vas examiner concrètement cette hypothèse, est-ce que vraiment le cerveau est capable de créer cette expérience-là ? Est-ce que tous les paramètres, on les retrouverait dans un modèle matérialiste ? C'est pas possible. Et tous les phénomènes que j'explore les uns après les autres invalident de plus en plus l'hypothèse que le cerveau fabrique la conscience. Donc, je pense qu'avec ce livre, en effet, tu boucles le chapitre sur la mort, tu arrives à tes réponses et surtout tu libères ton être, et j'ai hâte de lire ton prochain livre. Oui. Parce qu'il y a certainement quelque chose d'autre qui est très différent, et parce que c'est une nouvelle étape de vie pour toi. Je veux dire, quel est ton projet ? On peut finir là-dessus, clore cette merveilleuse conversation sur ton projet de vie actuel. Tu vois comment ça ouvre... c'est un nouvel espace là, clairement, et on le sent, et je ne spoil pas les dernières pages de ce livre qui sont juste de toute un nectar, hein, on va dire, de partage que tu nous offres. Donc quel est ce nouveau chapitre de vie ? Quel est ce projet de vie maintenant qui se dessine pour toi ? Comment tu le vois à l'aube, tu as quoi, 55 ans ? 55 là. 55. La mise en pratique de cette réalité que nous sommes des êtres spirituels. J'ai pas envie d'attendre ma mort pour rencontrer mon âme. Et il y a 1000 manières de le faire, qui passent par des techniques, des pratiques spirituelles dans lesquelles je me suis engagé. La méditation, le yoga font partie de ma vie désormais. Et ça ouvre des portes qui sont d'une puissance colossale sur ce guide intérieur, cette lumière intérieure qu'on porte tous. Ça aide à vivre. Ça aide à être un meilleur être humain, ça aide à voir ce monde qui paraît autrement si injuste et si fou, avec une forme de justesse cachée. Ça paraît bizarre de dire ça quand on voit l'actualité du moment, et pourtant je suis convaincu que cette actualité sombre et terrible de notre planète, elle est pas due à la nature de l'être humain, elle est due à la confusion de ce monde. Et que la nature ultime de l'être humain, c'est de la beauté, c'est de l'harmonie, c'est de la paix, et qu'il faut déjà travailler sur soi pour le faire naître en soi, pour que ça commence à rayonner autour de soi. Donc moi je suis résolument parti dans cette pratique-là pour mettre en pratique ce dont je parle dans ce livre et que je découvre depuis 20 ans. Excellent. Donc un livre qui est édité aux éditions HarperCollins. La mort n'existe pas, Stéphane Alix, merci. Merci à toi. Et merci à vous, chers co-créateurs, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que si vous écoutez, c'est que ça vous a passionné le sujet. Et en effet, ça va peut-être passionner d'autres personnes. Donc si vous partagez cette vidéo, c'est encore mieux. C'est génial de donner ça accès à d'autres. Et puis en plus, il existe également en podcast. Donc maintenant, vous pouvez l'écouter en audio. On vous embrasse très très fort et on vous souhaite une délicieuse journée. Au revoir.